Laureline, merci. Bonsoir, bienvenue à cette dernière conférence de l'association Chambé-Carnet. Chambé-Carnet, c'est une association qui fait la promotion du web et de l'économie numérique dans les pays de Savoie. Je m'appelle Jean-Sébastien Mansart, je suis le président de l'association. Voilà. Ce soir, du coup, c'est une conférence qui est un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. C'est pas une conférence comme voilà, une conférence plénière. Donc, ce sera sur l'agilité. On accueille Jean-Pierre Bruandet, PhD. Je sais pas, c'est écrit là. Et du coup, ce sera sur l'agilité. Et c'est une conférence qui va être entrecoupée de petits ateliers. C'est pour ça que vous êtes répartis sur des tables. Les conférences qu'on organise sont des conférences orientées grand public. C'est pas des formations. Voilà, donc voilà, il y a des gens qui vont se dire ah bah moi j'ai rien appris, c'était nul votre truc. D'autres qui vont dire ah bah moi j'ai rien compris, c'était super compliqué. C'est normal, c'est comme ça. Voilà. L'intervenant est totalement bénévole. Merci beaucoup à lui. Voilà. Et du coup, vous vous demandez à quoi servent les 12 € que vous avez payés. C'est pour le buffet à côté. Voilà. Je tiens à remercier nos partenaires, donc le MUG qui nous héberge aujourd'hui, IFS 73, donc Romain est là, et puis Alpium aussi. Ah bah il y a Seb qui est là-bas qui représente Alpium ce soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je laisse la main à Jean-Pierre. Donc, bonsoir à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Donc, merci à Chambé-Carnet d'avoir organisé cette conférence et surtout sur le thème de l'agilité. Merci aussi au MUG de nous accueillir ici et de me permettre d'avoir une salle suffisamment grande pour pouvoir faire quelques petits ateliers. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Bruandet et je suis agile. Alors, n'allez pas penser que je suis quelqu'un de souple physiquement. Parce que vous verrez avec mon gabarit que je ne suis pas le barré si je commence à faire de la gymnastique. Non, je suis agile parce que je suis coach agile, formateur, je suis enseignant, accompagnateur, et le tout sur le thème de l'agilité. Alors pourquoi l'agilité ? Tout simplement parce que je considère qu'il est important aujourd'hui de réintégrer la dimension humaine dans tout ce qu'on peut faire au niveau d'une organisation et au niveau de la gestion des projets. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à l'agilité. Je n'ai pas l'habitude de parler dans un micro, donc c'est un peu une nouveauté pour moi. Donc du coup, toute cette philosophie autour de l'agilité, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et du coup, je suis très content d'avoir cette opportunité, d'avoir cette tribune qui est donc la conférence de Chambé-Carnet pour pouvoir justement dispenser un petit peu cette culture agile et de pouvoir aussi vous expliquer en quoi l'agilité a du bon dans les organisations. Donc voilà un petit peu la raison pour laquelle je suis très content de faire cette conférence et de façon, comme l'a dit Jean-Sébastien tout à l'heure, bénévole. Alors tout d'abord, en termes d'organisation, donc il va y avoir des alternances entre des présentations sur des supports PowerPoint et je vais vous proposer aussi de faire quelques ateliers pour illustrer quelques concepts de l'agilité. Donc par moment, ça sera peut-être un petit peu brouillon parce qu'on est un petit peu serré dans la salle, mais ça devrait être normalement très ludique. Alors pour débuter, j'aimerais savoir déjà qui connaît dans la salle l'agilité. Donc on est à plus de la moitié. Qui met en pratique les concepts de l'agilité dans son travail? Donc là, il y a déjà beaucoup moins de monde. Et comme vous avez pu le constater, le thème de ma conférence ce soir, c'est de faire un lien entre l'agilité, la performance qu'on peut obtenir dans une organisation, qu'on peut avoir grâce à l'agilité dans une organisation, et surtout le bien-être au travail. Alors, pour toutes les personnes qui sont ici, d'après vous, est-ce que vous pensez que ce lien est avéré, ou est-ce que c'est une petite présentation un petit peu promotionnelle de l'agilité, dont mon but, en tant que gourou de l'agilité, c'est de vous convertir un petit peu à ce domaine-là. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avéré entre l'agilité, la performance et le bien-être? Personne. Donc tant mieux, ça veut dire que j'ai bien fait d'être présent ce soir. Alors pour démarrer cette présentation, donc l'agilité a été finalement développée, ou en tout cas elle est présentée comme étant un moyen pour les organisations de pouvoir vivre, survivre et se développer dans un contexte socio-économique qui est assez chaotique.
Chaotique pour une raison qui est très simple, c'est que la digitalisation de l'économie, la multiplication des échanges numériques a fait que tout s'est accéléré très rapidement. Et du coup, il a fallu que les organisations puissent suivre cette tendance très rapide et pouvoir finalement répondre à des clients de façon très rapide, extrêmement rapide, et surtout le changement des tendances qui se font et qui se défont au rythme des tweets ou des différentes communications qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc l'agilité est censée normalement répondre à ce besoin-là. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler justement de l'agilité sur son côté un petit peu philosophique, la culture agile. Donc je ne vais pas faire de la philosophie parce que là je vais vous perdre au bout de 5 minutes, mais je vais vous présenter un petit peu quelle est l'importance de la culture agile. Donc on peut voir dans les concepts de l'agilité que l'humain est très important. Il a pris une place très importante et on peut voir dans les différentes publications, que ce soit sur Internet, dans les magazines ou dans les livres, qu'on donne beaucoup la parole à des personnes spécialistes de la psychologie sur le management de l'humain, où on peut voir aussi des ergonomes du travail qui vont travailler sur l'optimisation des espaces de travail afin de rendre le travail un peu plus, j'allais dire, pas acceptable, mais un peu plus en tout cas confortable pour les personnes qui travaillent dans les organisations. On peut voir aussi des livres se multiplier sur le thème de l'entreprise libérée. Je ne sais pas si vous connaissez les entreprises libérées, où le concept c'est de finalement redonner un petit peu le pouvoir aux individus et d'essayer de gommer un petit peu les structures hiérarchiques qu'on avait l'habitude de voir dans les organisations classiques. Donc ça c'est bien, c'est le côté un petit peu positif de l'agilité, ou alors des domaines qui sont connexes à l'agilité, mais comme partout, il y a un côté un petit peu obscur. Et ce côté un petit peu obscur, c'est toutes les dérives qu'on peut constater autour de ces méthodologies. Donc on voit de nombreux articles traités par exemple du problème du lean et surtout de sa mauvaise utilisation, on va dire, de sa mauvaise compréhension dans le contexte de l'industrie. Et du coup, on fait souvent le lien entre l'augmentation du taux de burn-out dans les entreprises ou de démission liée justement à des conditions de travail qui sont de plus en plus difficiles pour l'individu. Donc on voit l'article, le travail collaboratif cause de burn-out et de démission, le lean management sans accompagnement du changement génère des risques psychosociaux, le lean management en burn-out, et puis j'aime bien le dernier qui est sur le côté, lorsque les dérives de l'agilité deviennent un manifeste, et en dessous vous avez le manifeste pour le développement de logiciels agiles foireux. Donc on est typiquement dans le cadre où il y a des biais dans la méthodologie, dans la culture, qui fait que on arrive sur des déficiences de la méthodologie et des abandons des transitions agiles. Alors du coup, qu'est-ce que l'agilité ? Donc l'agilité, à la base, c'est une philosophie. Donc c'est une culture d'entreprise, ou une culture en général, qui consiste de remettre l'humain au cœur de la chaîne de création de valeur. Il permet aussi, enfin la culture en tout cas, recommande de réintégrer la confiance dans l'humain. Il faut avoir confiance dans les gens, dans leur capacité d'analyser une situation et de prendre les bonnes décisions. Et enfin, cette philosophie entraîne, ou plutôt accompagne, une culture d'amélioration en continu. On va tenter des scénarios, on va regarder quel est l'impact sur notre outil de production ou sur notre organisation, et en fonction du résultat obtenu, eh bien, on va voir si on est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, et on va rectifier le tir à l'itération suivante. Donc ça, c'est la philosophie agile. La méthodologie agile, quant à elle, c'est toutes les c'est tous les processus, toutes les organisations que vous allez mettre en place en termes d'équipe, en termes de livrables sur les projets, par exemple, qui vont venir s'appuyer sur la culture agile et qui vont vous permettre de travailler. Donc, des exemples assez classiques de méthodes agiles, on a Scrum pour la gestion de projets informatiques, on a l'extreme programming, qui est un mélange entre la gestion de projet et les outils de production, et on a bien sûr le Lean pour l'amélioration des processus de production. Alors quand je parle de méthodes agiles, j'insiste bien sur le fait qu'elles sont au pluriel. Autant la culture agile est unique, autant les méthodologies agiles, ce soir, vous pouvez créer votre propre méthode agile. Donc quand on fait de la formation, du coaching ou de l'accompagnement, on insiste bien sur le fait que ce qui est important, c'est la culture agile, et derrière, en découlera une méthodologie qui doit s'adapter à votre organisation. On ne va pas appliquer Scrum, qui est recommandé pour des équipes de 5 à 11 personnes. On ne va pas appliquer stricto sensus Scrum pour des équipes de 1 à 3 développeurs. Ça ne marchera pas. Donc il faut adapter la méthodologie.
Alors ce que je vous propose dans cette conférence, donc là c'était un peu mon introduction sur l'agilité, c'est de vous décrire un petit peu quel est le triptyque fondateur, finalement le socle solide, qui va faire qu'une organisation agile va pouvoir se développer de façon pérenne et de façon harmonieuse. Et il y a 3 éléments importants dans cette organisation agile. C'est le sens qu'on donne au travail, l'auto-organisation des équipes, et le 3e point, c'est la motivation sur laquelle il va falloir travailler. Si on arrive à satisfaire ces 3 éléments-là, ou mettre en place en tout cas des conditions qui permettent de développer ces 3 éléments-là, on devrait tendre vers un comportement pérenne pour le futur. Alors avant d'aborder la thématique du sens, je vais vous proposer le premier atelier. Donc je vais vous distribuer des feuilles, des feutres. Alors je ne vais pas distribuer parce que tenir le micro, donner des feuilles, c'est un peu compliqué. Donc je vais demander un petit peu d'aide. Donc une feuille par table, sauf la table de derrière, où on peut leur donner 2 feuilles. Je vais vous demander de prendre une boîte de feutres. Donc là, il doit y avoir des crayons de couleur, si je me rappelle bien. C'est la trousse de mon fils. C'est un atelier exactement coloriage. Alors le principe est relativement simple. Par table, je vais vous donner une liste des règles du jeu, on va dire. D'accord ? Chaque table aura une règle différente et je vais vous demander de faire ce qui est marqué sur le papier. Donc je vais vous laisser un temps de l'ordre de 5 minutes pour réaliser un dessin et puis après on fera un débriefing sur le résultat obtenu. Par contre, je vais distribuer dans celle-là. Si jamais des gens qui vont poser des questions, on peut faire la deuxième minute. Oui, pas de souci. Donc, vous avez tous normalement donc, une feuille blanche pour faire votre œuvre. Vous avez un ensemble de feutres qui vont vous permettre de faire donc, les coloriages et vous avez chacun donc, une liste de règles du jeu, de spécifications, on va appeler ça, qui vont vous permettre de réaliser le dessin et surtout d'obtenir ce que j'attends de votre travail. Donc sur les feuilles, apparemment, c'est marqué 2 minutes et je vous ai dit 5 minutes, non ? Bon, je vais vous laisser 5 minutes parce que c'est vrai que 2 minutes, c'est un petit peu court. Le but, c'est pas de vous mettre en pression. Le but, c'est vraiment d'obtenir un résultat intéressant à analyser. Donc, à mon top, je vais vous demander de démarrer votre... Alors, très bonne question. La question est de savoir qui dessine ou qui ne dessine pas. Vous vous organisez au niveau du dessin. Donc, il peut y avoir une seule personne et d'autres qui donnent des recommandations, où tout le monde peut contribuer au dessin en même temps. Là-dessus, je vous laisse complètement autonome. Vous êtes en mode auto-organisé. D'accord ? Donc, je vais vous laisser 5 minutes. Et à mon top, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Il y en a qui le connaissent déjà, celui-là, non ? Tu la connais, cette forme-là ? Tant mieux, alors. Non, celui-là n'est pas fait. Bah non, on avait fait le robot. Tu sais, le robot, machin. Oui, mais il n'était pas... ce soir-là, il n'était pas là. Attends, pardon. Excuse-moi. Pardon.
des beaux ballons, des beaux. Là, il y a de l'organisation. Il y a des artistes dans l'équipe là. Il y a des vrais artistes. Hein? Ah non, non, non. Ben voilà. Allez, il reste 1 minute 30. Non, non, mais j'ai dit que j'avais augmenté à 5 minutes parce que 2 minutes c'était un peu trop contraint. Eh ben tant mieux, vous avez été performant. C'est très bien. J'avais pas vu que j'avais laissé 2 minutes sur le papier. Allez, c'est terminé, on pose les stylos. Ouais, on lève pas les mains, hein, on n'est pas dans une grande émission culinaire. Alors je vais vous demander de lever vos dessins pour qu'on puisse tous les voir. Il y a juste à lever le dessin pour que tout le monde puisse voir. Alors du coup, c'est pas mal le résultat qu'on obtient parce que du coup, on sait qui a eu quel sujet. Donc sur les feuilles, je vous ai pas dit, mais en fin de compte, il y avait que 2 sujets, il y en avait pas beaucoup. Dans un des sujets, on avait toute une liste de spécifications, toute une liste de dessins à faire sur un papier. Donc on voit qui a eu ce sujet-là. Et sur la deuxième feuille, on avait plutôt une description assez floue. Donc je vais vous la lire. C'est beaucoup plus rapide que l'autre. Une belle prairie ensoleillée et fleurie dans laquelle broutent quelques vaches et volent des papillons colorés et des oiseaux. Comment ? Alors, c'était pas une notion de description floue, c'est une description qui finalement est relativement ouverte. D'accord ?
Donc c'est ce qu'on appelle une vision. D'accord ? Donc l'objectif, c'est de dessiner une prairie avec des animaux, des poissons, des papillons et des oiseaux. Donc là, c'était une vision. Dans l'autre cas, on avait des spécifications détaillées. D'accord ? Donc en effet, vous m'avez fait des spécifications détaillées. Sauf que dans la vraie vie, ça, c'est pas une prairie. D'accord ? Ben oui. Mais du coup, vous allez me livrer un produit qui est votre résultat et je vous dis, mais c'est pas une prairie. Puisqu'au final, je vous ai donné des descriptions de ce que je voulais voir dans ma prairie. D'accord ? Et volontairement, je ne l'ai pas dit. Donc, vous avez fait ce qui était écrit. Et vous avez très bien fait puisque c'était écrit. Donc, on est typiquement dans le cadre où vous avez suivi exactement ce qui avait marqué sur la feuille. Dans l'autre cas, on a laissé l'équipe se débrouiller pour faire quelque chose de plus représentatif d'une prairie. D'accord ? Donc tout ça pour dire que ce qui est important au final, c'est pas tant la liste de spécifications, puisque ça ne correspond pas à la réalité. D'accord ? Ce qui est important, c'est de laisser libre cours à l'imagination, de proposer quelque chose, et après, de toute façon, si ça ne va pas, on va itérer derrière, on va améliorer et rajouter des choses. J'ai d'ailleurs eu une question, est-ce qu'on peut rajouter des choses sur le dessin par rapport à ce qui est demandé ? Ben oui. Si je suis un client, j'ai le droit de demander de rajouter des choses. Donc du coup, tout ça, cet atelier illustre quoi ? Illustre juste le fait que ce qui est important, c'est d'avoir la vision de ce qu'on veut au bout, de ce qu'on veut obtenir. Si on a cette vision-là, qu'elle soit floue ou qu'elle soit plutôt détaillée, on sait exactement là où on doit aller. Après, le comment, on s'en moque. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est le principe de la vision. Et le sens, c'est un petit peu la même chose, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors malheureusement, depuis plusieurs décennies maintenant, le travail a perdu son sens. Ça a commencé déjà à l'époque de Taylor et de Ford, dans lequel on a cherché à optimiser les outils de production et les gestes des opérateurs. À un tel point, donc on a cherché donc à décrire les processus de la façon la plus ultime, le plus petit élément, la tâche la plus ultime de production, et on a cherché à optimiser uniquement cette partie-là. La conséquence, c'est qu'on a créé donc le travail à la chaîne, et le travail à la chaîne a été une déshumanisation totale du travail. Le travail n'avait plus de sens. Il fallait juste serrer des boulons et on faisait ça à longueur de journée. Et si on avait la chance de faire 10 boulons de plus dans la journée, on avait le droit à une prime. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, le travail a perdu son sens puisque les opérateurs n'avaient plus la vision globale de ce qu'ils faisaient. Donc finalement, où est le sens du travail ? Dans les années 80-90, c'était le début de la robotisation sur les chaînes de production. Donc là, c'était pas mieux. Parce que du coup, autant avant, on avait des personnes physiques, autant sur les chaînes de production modernes, on a des robots. Donc là, c'est vraiment de la déshumanisation. Alors, là, je pointe du doigt un problème. Donc volontairement, je pointe du doigt le problème de la robotisation. La robotisation, c'est un progrès, sauf que ce progrès a mal été interprété. Aujourd'hui, dans les entreprises modernes, on considère que le fait de remplacer le geste humain, qui n'a pas une grande valeur ajoutée pour l'individu, par des robots, est un signe de modernité. Sauf que le problème, c'est que les opérateurs qui faisaient le boulot, généralement, ils sont mis à la porte. Parce que du coup, ça coûte de l'argent, et l'entreprise n'a plus les moyens de les payer. Et souvent, sous couvert du lean, donc le lean, je rappelle que ça veut dire maigre en anglais, donc le terme n'est pas très bien choisi. Donc sous couvert du lean, on a voulu réduire les coûts de production, réduire les gaspillages, et l'être humain est devenu une source de gaspillage. D'accord ? C'est pour ça que le lean aujourd'hui a très mauvaise presse. Sauf que la philosophie lean nous indique que on remplace certes l'opérateur par un robot dans le cadre d'une tâche sans grande valeur ajoutée. Par contre, cette personne-là est utilisée pour réfléchir sur l'optimisation du poste du travail et sur sa maintenance. Donc en aucun cas, le lean recommande de mettre à la porte la personne. D'accord ? Donc là, c'est une très mauvaise interprétation. Et je vous fais part, donc ce slide n'était pas prévu au départ, mais il y a une semaine, je suis tombé sur cet article-là, assez effarant, qui parle de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il y a des pistes de réflexion très sérieuses pour remplacer les médecins, les avocats et le personnel de l'IT par une intelligence artificielle. Donc je ne sais pas à quoi va ressembler notre futur travail, mais si on est remplacé par des intelligences artificielles, ça ne va pas être génial. D'autant plus qu'au Japon, dans des entreprises qui gèrent les remboursements de frais médicaux, on a déjà des intelligences artificielles qui remplacent les personnes. C'est une bonne remarque. Mais du coup, on fait quoi ? On va à la plage. Si tout est gratuit après, pourquoi pas ?
Donc voilà, donc ça c'est assez quand même, c'est assez inquiétant. D'accord ? Donc on a vraiment une perte totale du sens du travail, on ne sait plus pourquoi. Alors du coup, l'individu, lui, cherche le sens. Pourquoi je me lève le matin ? Pourquoi je vais au travail ? Donc là, je fais référence un peu à l'origine du mot sens. Donc là, j'en ai indiqué deux. Donc l'origine latine, où le mot sens signifie percevoir par le sens, ressentir, et son étymologie allemande, qui indique plutôt la direction, le chemin. Alors ce qui est important de voir, c'est que finalement, le sens du travail, ou en tout cas appliquer des processus n'a de sens seulement si ces processus s'inscrivent dans une culture d'entreprise. C'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi on applique ces méthodes et pourquoi on fait ça, il n'y a aucun sens dans le travail. D'accord ? Donc d'où l'importance d'avoir une culture qui tienne la route et qui permette de donner justement ce sens. Et il faut savoir aussi que le travail n'a de sens que s'il y a réciprocité des bénéfices entre les différents individus. Donc déjà au niveau des employés, bien évidemment, c'est la satisfaction du travail qui est fait et la rémunération. Pour les organisations, le sens, c'est l'obtention de la performance des individus pour produire et bien sûr les profits qui sont engrangés. Et enfin pour le client, c'est la fourniture d'un produit et d'un service de qualité et bien sûr sa satisfaction. Alors je reviendrai à un autre moment sur la notion de profit, mais elle est très intéressante. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, on a un problème aussi relationnel avec l'argent dans les organisations. Aujourd'hui, le profit est devenu une finalité. L'argent est devenu une finalité. Sauf que l'argent, à la base, pour une organisation, ça doit être un moyen de se développer et un moyen de développer le travail des individus. D'accord ? Donc il y a une perte de sens aussi sur la notion de l'argent. Donc ça, c'est assez important. Alors la recherche du sens, ou en tout cas trouver un sens, c'est une responsabilité organisationnelle. Alors j'aime bien citer une citation qui est attribuée à Frédéric Dard. Je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui m'a contredit sur ce sujet-là, donc je pense que c'est bien Frédéric Dard, qui disait que tout objectif flou conduit obligatoirement à une connerie très précise. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer cette phrase-là, je pense qu'elle est assez explicite, mais en effet, si on a vraiment des objectifs flous, on sait qu'on ne va pas y arriver. Alors le sens sous-entend la direction qu'on doit prendre. Et c'est marrant d'utiliser le mot direction, puisque tout le top management d'une organisation, c'est ce qu'on appelle justement la direction. D'accord ? Donc elle incarne finalement là où on doit aller. Donc il y a un effort de la part de la direction pour créer une vision stratégique qui doit être partagée avec l'ensemble du personnel de l'organisation, et ce personnel-là doit adhérer à cette vision d'entreprise. Si elle ne le fait pas, on ne sait pas où on va et on risque d'aller dans le mur. Alors dans les startups et les différentes organisations, le sens est couplé à la culture. Et il faut des personnes qui incarnent cette culture d'entreprise pour que finalement tout ça prenne tout son sens. Et pour illustrer un peu cette notion-là, je prends l'exemple de l'entreprise libérée et particulièrement Favi, qui est une entreprise qui était dirigée par Jean-François Zobrist, donc qui maintenant n'est plus le PDG de cette entreprise, et qui a poussé assez loin le concept de l'entreprise libérée et qui justement a permis finalement la libération des employés, c'est-à-dire l'auto-organisation des employés qui allaient même jusqu'à fixer leur propre salaire. Donc on va très loin. D'accord ? Donc les employés qui allaient travailler chez Favi savaient pour qui ils travaillaient, pourquoi ils travaillaient et pour combien ils travaillaient. D'accord ? Et ils savaient qu'ils étaient eux-mêmes responsables de leurs conditions de travail. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le sens occupe une place extrêmement importante dans la culture des organisations agiles, mais aussi dans la gestion des projets agiles, tout simplement parce qu'on a cette notion de vision qui est importante, et si la vision n'est pas partagée, on ne sait pas où on va aller. Alors là, je vais citer Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur des membres de l'équipe le désir de la mer. » Donc c'est assez juste. Si on veut retrouver le sens, il faut vraiment avoir la connaissance de cette vision et le partage de cette vision. Donc on parle de l'alignement des visions, et je dis bien les visions, parce qu'on a une vision stratégique de l'entreprise qui est de la responsabilité du top management. On a la vision du produit qui est de la responsabilité du directeur du produit, et on a les visions personnelles des individus, c'est-à-dire ce qu'ils attendent de leur travail. Si on a un parfait alignement entre toutes ces visions-là, on peut avoir des entreprises type entreprises libérées, qui sont des entreprises finalement florissantes.
Alors on va passer maintenant sur le deuxième pied le deuxième sommet de mon triangle, qui est l'auto-organisation. Et là, je vais vous proposer, vous avez compris, un deuxième atelier. Donc il y en a qui sont venus uniquement pour s'amuser. C'est pas mal, moi ça me plaît. Alors là, je vais vous demander de vous lever cette fois-là. Et je vais poser le micro parce que je ne vais pas y arriver là. Attends. Donc il va falloir faire un petit peu de place. Donc je vais demander aux personnes les plus musclées de pousser les tables. Il faut vraiment libérer de la place. Donc on va faire un atelier qui s'appelle le nœud humain. Alors au final, je sais pas combien on est. Marlène, on est combien? Bon, je vais vous demander de faire des groupes de 10 personnes. Donc regrouperez-vous par lot de 10 personnes. Et dans chaque groupe, je vais vous demander de vous mettre face à face. Donc vous faites 2 rangées de 5 face à face. Bon, s'il faut, on peut se mettre dans la rue aussi. Hein, c'est pas, je pense qu'il y aura la bonne portée du micro. Alors, si vous êtes un petit peu plus, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous soyez un nombre pair. C'est bon? Est-ce que vous êtes des nombres pairs? Bon, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Du coup, tu es tout seul? Bon, ok. Donc alors, sur une des lignes, alors je ne sais pas laquelle, parce que vous n'êtes pas tous dans la même orientation, donc je ne peux pas dire celle du fond, celle de devant, ça je ne vais pas y arriver. Donc je vais demander sur une des lignes de lever la main gauche. L'autre ligne de lever la main droite. Et vous allez vous tenir la main, face à face. D'accord ? Ensuite, sauf pour les... Alors, vous en bleu, votre main droite, vous allez la donner à cette personne-là. Voilà. Et après, les mains restantes, vous les donnez aux personnes qui sont juste en face de vous. Ici, vous, votre main gauche, vous allez la donner à Laurent. Et les mains restantes, vous allez les donner aux personnes qui sont en face de vous. Marlène, tu donnes la main à Annie. Et pareil. Bien. Alors, qui, justement, t'es tout seul, c'est très bien. Donc, tu vas venir. Tu vas venir avec moi. Je vais te demander de choisir un groupe, n'importe lequel. Celui-là. Alors, je vous explique. Le groupe qui est ici, vous devez faire silence pendant tout l'exercice. Cet exercice va durer à peu près 5 minutes, sauf si un groupe a fini avant. Mais ce groupe-là, vous devez vous taire pendant tout l'exercice, interdiction de parler. Ton rôle, ça va être de donner les recommandations pour dénouer ce nœud-là. Sachant qu'à la fin, vous devez normalement faire une espèce de ronde. D'accord ? Une fois que vous êtes dénoué. Les deux autres équipes, l'objectif, c'est de réussir à vous dénouer en communiquant entre vous. Donc vous essayez, vous trouvez une solution et vous essayez de vous dénouer. D'accord ? Et par contre, interdiction de décrocher les mains, bien évidemment. Par contre, vous avez le droit de parler entre vous, il n'y a pas de souci. Donc je vais mettre le chronomètre et on est parti pour 5 minutes. Et là, ça va être marrant. À mon top, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Oui, ce que je veux. Tu leur dis qu'ils se dénouent. Ok. Bon, il y a déjà un groupe qui a fini. Bah, vous avez commencé avant que je dise le top. Bon, c'est pas grave, mais très bien. Oui. Non, attends. Non, interdiction de décrocher les mains. Bon.
Bon, on va laisser. Donc les équipes auto-organisées sont extrêmement fortes ce soir. Donc on va laisser. On va observer un petit peu ce qui se passe dans le troisième groupe. J'ai jamais eu des groupes qui fonctionnaient aussi rapidement. Hein. Bravo. Hein. Comment ça se fait? Ouais, je pense qu'il y a eu un problème dans les mains là. Ouais. Ça s'est passé. Bah c'est simple, c'est juste indémerdable. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti en termes d'émotion, en termes de... Bah, je me suis dit, on va voir si ça marche. C'est tout. Ça n'a pas été laissé faire finalement. Et finalement, c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a un groupe qui s'est libéré tout seul, quoi. Ouais, c'est assez étrange. Okay. Bon. En règle générale, ce mode de fonctionnement, c'est un mode qui est assimilé au fameux command and control qu'on a dans les organisations classiques, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a un manager qui nous dit quoi faire et comment faire, et il vérifie que ça a été fait. Sauf que le problème, c'est que ça génère de la frustration chez tout le monde, chez le manager, parce que du coup, il n'a pas ce qu'il veut obtenir, et surtout, ça ne va pas assez vite. Là, on a eu quelque chose qui ne devait pas se passer, donc c'est pareil, il faut savoir le gérer. Et au niveau de l'équipe, c'est pareil, elle n'arrive pas à se dépatouiller finalement avec ce nœud, et du coup, elle est tout aussi frustrée parce qu'elle n'arrive pas du tout. Et puis normalement, il y a le manager qui derrière va venir taper parce que ça va commencer à l'énerver. Donc ça, c'est un peu la limite du command and control. Dans les autres équipes, vous étiez en mode complètement auto-organisé, c'est-à-dire qu'on vous demandait juste quelque chose de simple, c'était de vous libérer. Et vous avez essayé. Donc, quand ça marchait, tant mieux. Quand ça marchait pas, eh ben, vous avez fait autrement. Et au final, vous avez réussi très rapidement à dénouer le nœud. Et là-dessus, félicitations encore une fois. Voilà. Donc cet exercice avait pour but d'illustrer finalement l'intérêt d'avoir une équipe auto-organisée par rapport à une équipe qui était commandée par un manager et qui souvent, étant très loin finalement de l'activité principale du groupe, donnait des recommandations qui finalement ne servaient absolument à rien. Et du coup, ça générait uniquement de la frustration. Tu as cité tout à l'heure Jean-François Zobrist de Favi. Quand il a commencé, quand le métal arrivait en tête d'usine pour être transformé en pièces de boîte de vitesse, il fallait 9 jours. En laissant faire les ouvriers, quand il est reparti, il faisait en une journée. Je crois que ça se passe de tout commentaire. Voilà, donc c'est un bon exemple de l'intérêt de l'auto-organisation. Donc du coup, c'est bien parce que ça fait l'introduction de la suite. Donc je vous laisse remettre les tables. Seb hein? Donc il reste une demi-heure, c'est bon. Je vais accélérer un peu. Ok, donc l'auto-organisation. Donc déjà, première question, qu'est-ce que l'auto-organisation? Alors l'auto-organisation, à la base, c'est une philosophie, c'est un modèle de comportement dans une organisation, dans un groupe. Et cette auto-organisation est vue comme une alternative plutôt intéressante, plutôt positive au fameux command and control que j'ai mentionné tout à l'heure.
Alors la définition de l'auto-organisation, c'est la capacité d'une équipe à décider de l'organisation de ses propres activités pour atteindre les objectifs fixés ou pour résoudre des problèmes auxquels elle est confrontée. Bon, c'est un peu, j'ai voulu mettre une petite définition, ça fait un petit peu intelligent dans une présentation, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il y a des mots-clés. Donc on a la notion d'équipe qui est très importante, et surtout on a la notion de résoudre des problèmes. D'accord ? Donc le but d'une équipe, c'est d'atteindre un objectif. Du coup, si on la laisse finalement profiter de toutes les connexions qui peuvent exister entre les différents individus qui constituent l'équipe, on a une multiplication des idées et des essais qui vont pouvoir être faits. Et par conséquent, on peut réussir à résoudre des problèmes qui généralement sont difficilement résolvables si on est dans un mode où il y a une seule tête pensante dans l'équipe qui est le manager. Donc d'où l'intérêt de l'auto-organisation. Alors ce modèle d'organisation est parti d'un constat qui est le suivant. Les personnes sont heureuses quand elles ont le contrôle de leur vie. Pas de tout commentaire, on n'aime pas les personnes qui nous disent comment nous comporter. On est tous pareils. Il n'y a aucun sens de donner un pouvoir de décision à une seule personne qui est loin du lieu de la prise d'effet. C'est typiquement les managers qui sont dans leur bureau, qui laissent la porte ouverte et qui nous disent « si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver ». Donc le manager doit être présent à côté des équipes. D'accord ? Et dans tous les cas, la meilleure personne, la personne la plus apte à prendre des décisions sur l'optimisation de son poste de travail, c'est la personne qui y travaille. Et pas un manager. Les managers sont souvent considérés d'ailleurs comme des donneurs de leçons. Et du coup, c'est pour ça que généralement, ça crée des frustrations entre le personnel et les managers. Quand vous donnez plus de responsabilités aux personnes, elles tendent à s'épanouir. Alors ça, vous pourriez me dire que ce n'est pas nécessairement vrai. Il y a des personnes qui ne veulent pas de responsabilité. Mais en règle générale, ce postulat est vrai seulement si vous êtes dans une organisation où on ne vous juge pas en cas d'échec. D'accord ? Donc, les organisations agiles sont des organisations qui, dans leur culture, réintroduisent la notion de l'essai-erreur et qui a pour objectif, finalement, d'apprendre de ces erreurs. Donc, il y a plusieurs entreprises qui le font, dont General Electric qui le fait très bien. Du coup, les personnes qui osent faire quelque chose savent qu'elles peuvent le faire pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ne seront pas jugées en cas d'échec. Donc ça, c'est fondamental. Et enfin, le dernier point, c'est le modèle hiérarchique traditionnel des organisations est peu évolutif et surtout sclérosé. C'est-à-dire qu'on peut très peu faire d'optimisation au niveau des organisations classiques en pyramide ou en silo. Du coup, il faut passer sur un autre mode de gestion des ressources et le mode auto-organisé est plutôt pas mal pour cela. Alors, il y a bien sûr des contraintes à l'auto-organisation. Donc là, je vais citer Doug Kirkpatrick, qui est le directeur du Morningstar Self-Management Institute, qui est un petit institut de recherche qui justement travaille sur la modélisation de l'auto-organisation. Et il nous dit que l'auto-organisation fonctionne bien quand les personnes sont matures, claires dans leurs échanges et ont un haut degré d'intelligence émotionnelle, sociale et sont engagées dans la mission et la vision de l'entreprise. Donc là, encore une fois, il y a des mots qui sont très importants, comme par exemple des personnes matures et claires dans leurs échanges. Donc on a une notion de relation avec les individus et de communication avec les individus. Donc il est important d'avoir une communication structurée entre les individus. On parle aussi de communication bienveillante. Ça ne sert à rien de juger les personnes si elles sont en échec ou si elles ont des difficultés à réaliser une tâche. Il faut être dans un mode plutôt bienveillant et aller aider plutôt que de juger. Ensuite, on a une autre notion, c'est l'intégration de l'intelligence émotionnelle et sociale. Donc là, on touche vraiment à l'humain et c'est important de rajouter l'humain, la notion humaine dans les organisations. Et enfin, le dernier point, c'est l'engagement dans la mission et la vision de l'entreprise. Donc engagement et vision sont deux termes qui sont fondamentaux aussi en agilité. Alors tout cela fonctionne si bien sûr dans l'organisation on met en place un socle de valeurs. Donc j'ai mis à gauche le résultat d'une commission sur l'agilité qui a été organisée en 2013 par le Centre des jeunes dirigeants et dans lequel on retrouve sur les 4 premiers cercles la confiance, le courage, le respect, la collaboration qui sont des valeurs purement humaines. Donc c'est le courage de dire qu'on est en échec, qu'on a besoin d'aide. C'est la confiance dans l'individu qui est notre collaborateur, c'est-à-dire j'ai confiance dans le fait qu'il va pouvoir m'aider, par exemple. Le respect, donc c'est la communication bienveillante. Et la collaboration, c'est de toute façon tous ensemble, on est plus fort que si on était tout seul, bien évidemment. Ensuite, on a la transparence, l'adaptation et l'amélioration continue qui sont les 3 piliers finalement des organisations auto-apprenantes. C'est-à-dire qu'il faut tester des hypothèses, mesurer le résultat obtenu
sur la base de cette hypothèse, et en fonction du résultat, on s'adapte. D'accord ? Donc c'est 3 piliers qui sont fondamentaux quand on fait de l'agilité et qui expliquent pourquoi les organisations agiles sont capables de s'adapter dans un milieu chaotique ou sur des projets complexes. Et la simplicité, donc on a la notion qui est sous-jacente à l'itération et l'incrément qu'on retrouve dans la gestion de projet agile, par exemple, dans Scrum notamment, dans lequel on va faire des choses les plus simples au départ et petit à petit, on va incrémenter, on va itérer pour ajouter de la complexité dans le produit. Et à droite, j'ai mis la même chose, mais au niveau de la gestion des projets agiles. Donc, c'est les 5 valeurs de Scrum qui ont été développées par Ken Schwaber et Jeff Sutherland, qui sont les fondateurs de Scrum. Et on retrouve exactement les mêmes notions. Alors, je vais faire un lien très rapidement avec des choses plutôt naturelles dans la vie quotidienne. Et je vais citer notamment la réflexion de Jürgen Appelo, qui est à l'origine du management 3.0. Et qui nous dit que l'équipe est un système adaptatif complexe. Donc complexe du fait de la multiplicité des interactions entre les individus, et surtout des réactions des individus, et surtout parce qu'on touche aux sphères émotionnelles. C'est un système qui se construit et se détruit en permanence afin d'être le plus optimal. Alors j'aime pas le mot détruire, qui est assez violent, mais je l'ai mis quand même. Je préfère dire qu'on passe d'un premier état stable à un nouvel état stable en passant par une phase de transition chaotique. D'accord ? Sachant que la phase de transition chaotique, comme on est en mode collaboratif, généralement, ça se passe plutôt pas mal. Le mouvement permanent conduit à l'émergence d'une organisation d'équipe avec des comportements spécifiques. Et là, je veux faire le lien, par exemple, avec l'eau. Si on prend une molécule d'eau toute seule, elle n'a aucun sens. Si par contre, on la met avec d'autres molécules d'eau, en fonction des conditions extérieures, qui sont les températures de pression et de température, on va avoir une structuration qui va être différente. Si on prend, par exemple, des températures qui sont élevées, les molécules vont avoir tendance à s'agiter dans tous les sens et elles ne vont pas pouvoir avoir une forte cohésion. Et du coup, on a l'état de vapeur. D'accord ? Donc les nuages, etc. Si on baisse un petit peu la température, donc il y a moins d'agitation, donc on commence à créer des liens, il y a quelques molécules qui vont venir interagir avec d'autres molécules du groupe, et du coup, on va avoir un état qui va être un petit peu plus structuré, et cet état plus structuré, c'est l'eau liquide. Et enfin, si on diminue encore la température, là, on va avoir un état structuré complet, c'est-à-dire que toutes les molécules vont être en interaction les unes avec les autres. Et du coup, on va avoir une structuration plutôt propre de l'ensemble qui va nous donner la glace. Les équipes, c'est exactement la même chose. On va être en mode collectif. C'est-à-dire que, comme le fait le vivant avec les fourmis, tous les individus vont interagir les uns avec les autres pour le bien commun et non pas pour les biens de chaque individu pris indépendamment les uns des autres. Et l'agilité recommande le développement de différents types d'intelligence, l'intelligence collective, l'intelligence de situation et l'intelligence émotionnelle. Et le manager dans tout ça. Le manager n'est plus là pour donner les directions. Le manager, je vais reprendre une métaphore qui avait été introduite par Jürgen Appelo dans son management 3.0, c'est la métaphore du jardinier. Un manager ne peut pas forcer les individus à être performants, heureux, confiants, vaillants. C'est pas possible. D'accord ? La seule chose qu'il peut faire, c'est créer un terreau fertile. Et ce terreau fertile, c'est une organisation dans laquelle les équipes vont pouvoir se structurer par elles-mêmes et pour pouvoir justement performer, être heureuses, confiantes et vaillantes. Donc il ne peut faire que ça, le manager. Et du coup, on introduit la notion de servant leadership. D'accord ? Donc le manager devient un servant leadership. Donc je ne sais pas où on est dans le temps, donc du coup on va passer à la 3e étape, qui est la motivation. Donc je pense que j'ai le temps de faire encore un petit atelier. D'accord. Alors on va faire un 3e et dernier atelier qui s'appelle la balle supersonique. Qui connaît ? Une personne. 2 personnes. D'accord, ok. Je vais vous demander de vous lever encore une fois et de pousser les tables. Ouais. Non, mais je vais peut-être pas prendre celle-là de enfin, je vais faire ça. Je vais faire en sorte que l'atelier quand même se fasse dans des conditions un peu plus compliquées que ce que tu viens de citer. Je vais vous demander de refaire des groupes. Donc on peut repartir sur des groupes de 8 à 10 personnes à peu près. D'accord ? Bon, il n'y a pas de notion de pair ou impair, c'est pas grave. Faites juste 3 ou 4 groupes. De toute façon, j'ai suffisamment de balles pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Alors là, il y a combien de groupes là ? Un seul groupe ? 8
8 à 10, attends. Ouais, 8 à 10, ouais. Deuxième groupe. D'accord, donc il y a 3 groupes. Pardon. C'est dur de passer entre les groupes. Troisième groupe. Alors, l'objectif, ça va être de faire passer la balle de main en main. Et je précise, passer de main en main. C'est pas juste toucher. Et c'est passer, c'est pas jeter. D'accord ? Alors, non. Passer, ça veut pas dire... c'est genre déposer. Tu déposes dans la main de l'autre. Vous n'êtes pas obligé de vous toucher. D'accord. Par contre, il faut que la balle passe seulement dans une main. D'accord ? Donc pas besoin de passer main gauche, main droite. Pas besoin. D'accord ? Elle doit passer d'une main à l'autre. Et seulement une seule main. Votre objectif, c'est de faire en sorte que la balle passe dans toutes les mains le plus rapidement possible. Donc vous allez vous organiser. Faites comme vous voulez. Il y a plusieurs solutions possibles. La seule chose que je peux vous dire, quand même, histoire de corser un petit peu la chose, c'est que les équipes les plus performantes font passer la balle, donc c'est des équipes d'à peu près de 10 à 12 personnes, et elles font passer la balle en moins d'une seconde. Voilà, donc je vous dis ça, après vous en faites ce que vous voulez. Alors je vais, comme tout à l'heure, mettre un chronomètre. Bon, vous pouvez démarrer, il n'y a pas de souci. Ouais. Là, il n'y a besoin que d'une seule main. Alors, je vous rappelle, vous êtes en équipe auto-organisée, donc validez des hypothèses, testez et tirez des conclusions. Marlène, c'est pas tombé dans ta main? Non, ça a sauté par-dessus. Mais combien de temps du coup là ? Je sais pas, j'ai pas chronométré moi. Donc une fois que vous avez une solution qui vous paraît convenable, cherchez à optimiser. Vous avez du temps. C'est pas très long, hein ? Non, c'est pas très long. Bah, c'est bien. Est-ce que demain on pourra toucher la balle en même temps ? De quoi? Comme ça là? Oui. Non. Bah non, parce que tu tiens la balle tout le temps. C'est une main à la fois. D'accord? Sinon c'est trop simple. Bah oui. Mais bon, t'as raison de me poser la question. Un sur deux, la main vers le haut. Les autres, la main vers le haut. Je fais ça. Comme il est là, et tu peux pas. Terminé. Alors, est-ce que chaque groupe peut nous faire une démonstration? Non, non. On l'a déjà fait 4 fois, Alors, le premier groupe, vous avez fait quoi? Si vous êtes intéressé pour voir les autres groupes, là, on a le droit à une petite démonstration.
ça n'a pas marché là. Ok. Bon, c'est compliqué de faire tourner la balle quand même, hein, de faire un arc de cercle comme ça, c'est pas mal. Hein. C'est osé. Ouais, non, mais c'est osé. Les autres groupes, vous avez fait à peu près pareil ou pas? Ah, bah le groupe qui n'a pas fait pareil, est-ce qu'on peut avoir une démonstration? Ouais, je vois pas là. C'est bon. C'est original. C'est pas très rapide, mais elle tombe jamais. Ouais. Bon, est-ce que ça tourne en moins d'une seconde ou pas? Hein, ça tourne en moins d'une seconde ou pas? Non. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, cet exercice, il a pour but, encore une fois, donc de vous faire travailler en équipe auto-organisée, d'essayer de trouver les meilleures solutions, de tester des hypothèses et en fonction du résultat, de vous adapter. L'autre point qui est important, et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis un petit peu la pression en vous disant que l'objectif, c'est de faire moins d'une seconde. J'ai cherché finalement à vous contraindre un petit peu, mais à créer une motivation. La motivation, c'est de réussir à avoir une solution qui permette de faire mieux que les autres. Donc vous êtes en mode compétition là. D'accord? Donc j'ai créé la motivation par la compétition. Ça a à peu près marché. Allez, je vais vous demander maintenant de remettre les tables. C'est pas un peu beaucoup command and control de demander de remettre les tables plutôt que de nous donner la vision d'une salle où les tables seraient... C'est une très bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Pour les prochaines conférences, je ferai comme ça. C'est une bonne idée, ouais. Alors, du coup, la motivation, donc pour présenter un petit peu ces motivations, je vais parler de quelques fondamentaux. Alors le premier, c'est les facteurs de la motivation. Donc ces données sont issues d'une étude Ipsos qui visait justement à étudier un petit peu ces facteurs de motivation, quels sont les motivateurs pour l'individu. Et ce qu'on a pu voir, c'est que dans la top list, dans les 4 facteurs de motivation, le premier c'est l'intérêt au travail, donc pourquoi je travaille, donc c'est le sens qu'on a vu tout à l'heure. La mobilité fonctionnelle et la mise en œuvre de nouvelles compétences, donc j'apprends en permanence. L'autonomie et la responsabilisation, donc on est typiquement dans l'auto-organisation des équipes. Et enfin la perspective d'évolution, on souhaite évoluer. Ensuite, les fondamentaux du bien-être au travail. Donc l'ambiance de travail, donc c'est important d'avoir une belle ambiance de travail, hein, d'où tous ces open space qui sont maintenant très optimisés pour ça. Des horaires de travail, en règle générale, plutôt flexibles. D'accord ? Donc on aime bien avoir la possibilité de venir à 9h le matin, par exemple, et partir un petit peu plus tôt le soir. De quoi ? Des objectifs individuels motivants, le soutien du N+1, donc ça c'est fondamental, surtout en cas d'échec, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Il ne faut pas être jugé, il faut être soutenu, surtout en situation difficile. Et les conditions matérielles du travail. Il faut travailler avec vraiment des moyens. C'est un peu difficile de faire autrement. Et les facteurs de la démotivation, c'est important de les citer aussi, le manque de reconnaissance, donc les personnes qui vous font faire des travaux et qui derrière ne vous disent même pas merci ou rien. Donc ça, c'est pas génial. Les rémunérations inadéquates, un management inadapté, une charge de travail trop lourde et un stress trop important. Eh ben, généralement, tu as le droit d'aller voir dans une autre boîte si ça se passe mieux. Alors du coup, quels sont les motivateurs ? Donc il y a 2 types de motivateurs. Il y a les motivateurs dits extrinsèques. Donc c'est typiquement les rémunérations financières, donc la paye, les primes, etc. Et les bénéfices matériels, tels que les voitures de fonction par exemple. Donc ça, c'est des motivateurs extrinsèques. Et de l'autre côté, on a les motivateurs dits intrinsèques qui font plutôt référence à ce que nous, on ressent quand on reçoit quelque chose. Donc on retrouve l'accomplissement de soi, la responsabilisation, l'autonomie, la confiance, la reconnaissance, l'encouragement, etc. La maîtrise de son travail et de son environnement. Alors j'ai mis en dessous des petits thermomètres qui sont issus d'une étude de l'Institut de recherche sur le bonheur, sur la joie au travail, dans lequel en fin de compte on a un classement des motivateurs dans l'entreprise. Et on peut voir finalement que les choses les plus importantes pour l'individu, c'est par exemple l'objectif. Pourquoi je travaille ? Pour quel objectif ?
Ensuite, on a les collègues, très important, les résultats obtenus dans le travail, le leadership, la maîtrise de son lieu de travail, enfin en tout cas de son outil de travail, la balance entre l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, qui est très importante, l'influence qu'on peut avoir sur le management, par exemple quand on prend des décisions sur l'optimisation de son poste de travail, est-ce que ça va être pris en compte ou pas. Et on voit qu'en même temps que l'influence, on a le salaire. Donc le salaire vient quand même relativement tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement les individus sont plus attachés aux motivateurs intrinsèques que extrinsèques. Et on le voit aujourd'hui avec les nouvelles générations qui nous disent de toute façon, moi, je veux juste avoir un salaire qui me permet de satisfaire mes hobbies, mes loisirs, et je veux juste avoir ce travail qui me permet de satisfaire la balance entre, enfin cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. D'accord ? Le salaire n'est pas la raison fondamentale. Et généralement, quand on lit ces enquêtes-là, on peut voir aussi que des individus qui se sentent bien à leur poste de travail, dans leur entreprise, même pour un salaire plus important, refusent de quitter l'entreprise. Donc c'est assez important et c'est assez significatif et illustrateur des tendances actuelles au niveau de la relation de l'individu du travail. Alors, quand je parlais d'occupation des lieux de travail, donc voici quelques exemples d'entreprises. Donc à droite, c'est Facebook, à gauche, je ne me rappelle plus. Donc ce qu'on fait, donc là, bon, c'est des architectes qui ont fait les lieux de travail, mais ce que certaines entreprises font, c'est qu'ils mettent à disposition des pièces pour les collaborateurs, et c'est aux collaborateurs d'organiser la pièce comme ils l'entendent. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça permet justement de laisser un espace d'expression, un espace de liberté aux individus, et si bien qu'ils se sentent bien dans cet espace-là et ils performent. Ensuite, une autre chose qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle la libération des forces créatrices. Alors c'est pas une tendance qui est récente, hein, puisque 3M l'a mis en place en 1948. C'est ce qu'ils appelaient les 15%. Donc 15% du temps de travail était alloué à des tâches qui passionnent les employés. Le but, c'était pour casser un peu le rythme de travail, ils allouaient du temps pour que les individus puissent se libérer un petit peu l'esprit. C'est ce qu'on retrouve dans les méthodes agiles, parce qu'il faut savoir que quand même, quand on fait du Scrum, c'est quelque chose qui est très cadencé, hein, qui est très contraignant, et du coup, de temps en temps, ça fait du bien de souffler à la fin de chaque sprint. Donc du coup, on alloue un peu un espace de temps qui permet justement de s'aérer un peu l'esprit et de travailler sur des choses qui nous passionnent et qui peuvent avoir un intérêt pour l'entreprise. Ici, typiquement, 3M a mis en place ça, et un des salariés a inventé le post-it. Donc, quand on voit le succès, notamment à l'agilité du post-it, ça a été plutôt une bonne décision que de mettre en place ce programme. Chez Google aussi, on a la même chose, sauf que là, on est sur du 20% de temps de travail, donc c'est une journée complète par semaine, ce qui est beaucoup. Mais là, par contre, c'est pour des projets personnels dédiés à l'innovation Google. Donc là, c'est pour l'entreprise. Et de ce programme-là sont nés Gmail, Google Earth, ou alors le Search Inside Yourself, qui est finalement un groupe de réflexion sur le bien-être au travail, chez Google. Donc j'en ai terminé pour la partie motivation, et du coup, il me reste à répondre à la question, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois que j'ai mis en place ce socle, donc le sens, l'auto-organisation et la motivation, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma performance et de mon bien-être. Alors dans ces organisations agiles qui mettent en place ce socle assez structurant, on va essayer de mettre en balance la performance et le bonheur au travail. On va essayer de trouver cet équilibre qui va faire que, en étant bien, les personnes arrivent à performer. Et les deux termes ne sont pas en opposition, ils peuvent être complètement complémentaires. Et il y a un lien évident entre la performance et le bonheur, une réciprocité entre l'individu et l'organisation. Un individu heureux, c'est un individu qui est en meilleure santé, qui est efficace, créatif et impliqué dans son entreprise. Une organisation qui met en place le bonheur au travail est un attracteur de talent, c'est-à-dire qu'on veut aller travailler dans ces entreprises où il fait bon vivre. On a une réduction du turnover, ce qui est important, hein, puisque le turnover, c'est assez catastrophique pour les entreprises. On a des gens motivés, engagés, performants. Et on retrouve la notion de profit que j'ai mentionnée tout à l'heure. J'ai mis le petit astérix, c'est pour penser à vous redire qu'on a un problème de relationnel avec le profit et l'argent. L'argent doit, dans ce genre d'organisation, ne plus être une finalité, mais un moyen de développer le bien-être dans les organisations. D'accord ? De toute façon, elle tirera un profit, l'organisation, enfin un profit financier, puisque si on performe, dans tous les cas, on va engranger beaucoup plus de profit. Donc dans tous les cas, on peut allouer une grosse partie de ce profit à l'organisation de l'entreprise, et le reste, on le distribue, comme d'habitude, en dividendes, des choses, dividendes des salaires,
pour justement satisfaire toutes les personnes. Donc l'agilité propose en grande partie des moyens garantissant la mise en place d'un socle solide basé sur le sens, l'auto-organisation et la motivation. Donc c'est là où je voulais en venir, c'est que dans le concept même de l'agilité, on retrouve tous ces éléments-là qui conduisent justement à établir ce lien de façon très forte entre la performance et le bonheur. Alors c'est bien beau de dire toutes ces phrases, mais c'est bien d'avoir des mesures, des métriques, hein, puisqu'il faut que je puisse prouver ce que je suis en train de dire. Et de plus en plus, on a des chercheurs qui mènent des enquêtes qui permettent justement de prouver ce lien entre le bonheur et l'efficacité et la performance. Donc par exemple, dans ces entreprises où il fait bon vivre, on a 3 fois plus d'innovation que dans les autres entreprises. 44% des personnes veulent rester à leur poste, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. 43% d'augmentation de productivité en plus et 37% d'augmentation des ventes. Donc on voit qu'il y a quand même une amélioration significative déjà au niveau de l'organisation, et oui, au niveau de l'organisation essentiellement. Et ensuite, l'autre élément qui est important, c'est qu'on a une réduction de 125% des burn-out dans les entreprises, 66% de moins d'arrêts maladie et 51% de moins de turnover. Donc finalement, c'est gagnant pour tout le monde. Donc on arrive à réconcilier l'individu et le travail, et l'entreprise réussit à faire un profit assez significatif, et surtout diminue, si je reprends un peu la casquette Lean, on diminue les gaspillages qui sont liés aux arrêts maladie, au turnover, etc. Donc du coup, on a des entreprises qui sont beaucoup plus saines et beaucoup plus performantes. Alors c'est bien beau ce que je dis, mais il existe des déséquilibres. L'équilibre, hein, c'est assez compliqué à obtenir, surtout si on le met sur un triangle comme ça, hein, c'est assez compliqué de rester en équilibre. Et du coup, je voulais vous présenter un petit peu ce qui se passe dans les entreprises dans lesquelles on cherche à optimiser la performance plus que le bonheur au travail. Donc si on augmente cette performance, on est typiquement dans le cadre des entreprises qui dénaturent le lean management ou le lean manufacturing. Donc on va chercher à optimiser les processus, optimiser la performance des individus et des actions de chaque individu, et au final on se retrouve exactement dans le même schéma que dans l'organisation scientifique du travail. Donc on obtient une déshumanisation du travail, et du coup on a une baisse du bonheur au travail, et du coup on a des gens qui sont pas bien, qui sont malades et qui s'en vont. Donc voilà ce qui se passe quand on cherche à plutôt faire pencher la balance côté performance. Il se passe la même chose si on cherche à optimiser un peu trop le bonheur au travail. Donc ça paraît assez étrange de dire ça, mais si on reprend l'exemple de Google, qui est un très bon exemple, et on parle du Google Campus. Donc le Google Campus, c'est un endroit dans lequel vous pouvez manger gratuitement, vous avez des services de blanchisserie, vous avez des crèches, vous avez des commerces, enfin, vous avez tout pour finalement vivre sur place. Et généralement, les individus qui travaillent chez Google ont des logements qui sont en partie financés par Google et à proximité de Google. Donc il y a un risque très fort. Alors ce modèle d'organisation est pas très récent, il est même très vieux, puisque les premières organisations de ce type datent de 1850 à peu près, dans lequel on construisait des bâtiments sur plusieurs étages qui étaient sous forme de bâtiments qui entouraient une cour, et c'était des bâtiments usines en fin de compte, des logements usines, dans le sens où chaque individu vivait à proximité de son lieu de travail. D'accord ? Et on trouvait à l'intérieur de ces organisations, on trouvait justement tout le nécessaire pour se nourrir, etc. Je trouve plus le terme là, depuis tout à l'heure, je le cherche, mais voilà, c'est exactement. Et ça date de 1850. Et on trouvait aussi, on peut faire aussi mention des villes qui se sont organisées autour d'une entreprise, comme par exemple Michelin à Clermont-Ferrand. Moi je suis creusotin, je connais donc l'histoire de la famille Schneider qui s'est construite autour de la sidérurgie sur le bassin creusotin, et qui a construit justement donc des hôpitaux, des commerces, des logements, etc. pour ses employés, pour les garder. Donc c'est des modèles qui sont très anciens, et chez Google on retrouve ça, et le problème c'est qu'il n'y a plus de limite entre la vie privée et la vie professionnelle. Et pour ceux qui ont expérimenté le travail à la maison, c'est un petit peu compliqué aussi. On est exactement dans le même cadre. On arrive à un moment donné dans lequel il n'y a plus de séparation avec le travail, et du coup c'est au détriment de la vie privée. Alors les personnes qui travaillent tout seules, j'avais discuté avec une personne il n'y a pas longtemps, qui me disait qu'elle a trouvé comme moyen pour justement faire la coupure dans sa journée de travail, de fermer la porte à clé du bureau. Comme ça au moins elle n'y retournait plus, et elle savait que c'était la fin de sa journée de travail. Jeter la clé non, parce que le lendemain il faut travailler, mais bon. Donc voilà. Donc ça c'est l'excès finalement de chercher un peu le bonheur au travail, en essayant justement de construire un petit peu ces lieux où il fait bon vivre. Alors en conclusion,
j'ai voulu parler d'une opportunité à saisir. Donc on est dans une période de crise, tout le monde entend parler de la crise, mais étymologiquement, le mot crise, c'est finalement une mise en danger, mais une opportunité de changement. Donc voilà ce que ça veut dire au niveau étymologique. Donc la crise que nous vivons est une réelle opportunité de renouveau, de mise en place d'une transformation innovante au niveau sociologique et au niveau des organisations. Donc c'est très important d'utiliser cette crise pour ça. L'agilité en tant que philosophie et dans ce qu'elle a de plus pur, et j'insiste bien sur le côté pureté de la culture agile, facilite la mise en place d'un socle solide qui va conduire à l'équilibre entre la performance et le bien-être des individus. Donc on a vraiment un lien entre l'agilité, le bien-être au travail et la performance des organisations. Il faut accueillir la culture agile dans nos organisations et développer le référentiel méthodologique, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'adhérer à la culture, et ensuite la méthodologie, elle peut être adaptée, elle peut venir, et elle doit surtout s'adapter à vos besoins. Et enfin, il faut être vigilant, très vigilant, aux erreurs de jeunesse et aux dérives dangereuses. Et je cite de nouveau toutes les dérives autour du Lean et qui font qu'aujourd'hui, le Lean a très mauvaise presse. Et du coup, les personnes comme moi qui organisons des formations ou des présentations sur le Lean, on essaie un peu de véhiculer à nouveau quel est le sens du Lean et la culture du Lean pour prouver qu'au final, la méthodologie n'est pas si mauvaise que ça. C'est juste qu'en fin de compte, on ne la comprend pas, on l'applique à mauvais escient, ou alors on fait des tris dans ce qui est important, et au final on arrive sur des dérives qui sont assez catastrophiques quand on regarde un peu les données sur la santé au travail. Merci beaucoup pour votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.